Le cycle de l'eau à l'aquarelle. Vaste sujet et je vais essayer de t'en faire une synthèse. Alors, lorsqu'on parle de cycle de l'eau à l'aquarelle, alors en réalité, c'est pas vraiment un cycle infini. Pourquoi je dis ça? Je t'explique. C'est un cycle infini dans la nature. Le cycle de l'eau dans la nature, c'est tout ce qui arrive à l'eau, depuis les nuages jusque dans la mer, en passant par les rivières et autres. Tous ces états de l'eau qui font qu'elle voyage. Et tout ça, ça s'enchaîne dans un cycle infini. Ça va du haut vers le bas avec la pluie, et ça va du bas vers le haut avec l'évaporation, et donc ainsi de suite. Le ainsi de suite est important parce que c'est ça que ça veut dire, c'est ça qui signifie que c'est infini. Eh bien, le cycle de l'eau à l'aquarelle, en réalité, il y a quand même un début et une fin, et tu peux le recommencer. Donc c'est ça la légère différence entre les deux. Pourquoi je dis qu'il y a un début et une fin? Le début du cycle de l'eau à l'aquarelle, c'est l'état sec du papier. Et la fin, c'est l'état sec, mais après utilisation de l'aquarelle sur le papier. Et c'est important de comprendre tous les états du cycle pour pouvoir bien faire de l'aquarelle. Je t'ai dit qu'on pouvait recommencer le cycle. Effectivement, si tu remouilles le papier sous certaines conditions, surtout si le papier il est assez solide, tu vas pouvoir recommencer le cycle. Solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire après un certain nombre de cycles, le papier il s'use et il peluche. C'est moins vrai pour le coton, enfin c'est vrai de toute façon, mais tu peux faire plus de cycles avec le coton. Le papier synthétique, il a tendance à pelucher avant. Donc tu peux faire plus de superposition, plus de couches. On parle de glacis pour des couches transparentes en superposition à l'aquarelle. Tu peux faire plus de couches quand tu es sur un papier coton. Je pense que tu as compris. Si on rentre dans les détails, les différents états du papier, ils ont un nom. Ils ont été répertoriés, ces différents états du papier, en France en tout cas, que je sache, par Eva Karpinska, qui était en son temps élève au début, tout au début, de Jean-Louis Morel, lequel avait d'ailleurs commencé à utiliser tous ces effets. Oui, je dis tous ces effets, il y en a vraiment plein. Accroche-toi, c'est coton. Blague. Me fait rire. Tu vas me dire, mais quoi, Félicia? Mais il n'y a pas que le mouillé sur mouillé ou le mouillé sur sec, il y en a d'autres, on m'aurait menti. Oui et non, ça dépend si tu veux aller plus loin à l'aquarelle ou pas, quoi. Il y a un peu mouillé sur sec, il y a mouillé sur humide, mouillé sur presque sec, et inversement. Et encore plus que ça, en fait. Donc on va tout détailler. Détaillons. Mais si tu vas voir, on détaille. Et je vais te donner toutes les clés très calmement et on va pouvoir voir ensuite ce qu'on peut en faire. C'est un peu technique, c'est un peu théorie, mais c'est quand même malgré tout un peu nécessaire de savoir que ça existe afin de pouvoir s'en servir. Et même si tu maîtrises pas tous ces états, c'est pas grave du tout, mais c'est hyper important que tu comprennes ce cycle de l'eau dans le sens où tu sais qu'il y a plein d'états et qui produisent des trucs différents. Alors je t'explique. On commence par les différents états du papier, du plus mouillé au plus sec. Après, on va voir les différents états de la peinture et on va comprendre un petit peu mieux l'interaction entre les deux. Tu commences, ton papier il est sec, c'est le début du cycle, tu commences par un truc qui s'appellerait la lentille. C'est-à-dire c'est une goutte d'eau, tu vois bien qu'elle n'est pas du tout rentrée dans le papier. Elle a cette forme encore ronde de goutte d'eau, quoi. On passe très très vite à l'état 2. L'état numéro 2, c'est l'effet miroir. Là, la goutte, elle commence un tout petit peu à rentrer dans le papier. Pas tellement, ça glisse très facilement sur le papier encore. Elle forme en tout cas une piscine en surface. On a l'impression qu'on pourrait se voir dedans, d'où le nom miroir astucieux. Tu comprends, le papier, il brille beaucoup à ce stade. Ensuite, on a l'état numéro 3. Accroche-toi, j'en ai encore. L'état numéro 3, c'est brillant. C'est encore très très mouillé, très brillant. Donc cet état brillant, c'est l'état pendant lequel ça commence à rentrer dans les fibres du papier. L'eau, même si elle est colorée, on parle d'eau des mêmes états en fait, qu'elle soit colorée ou pas. L'essentiel c'est que tu saches que ça a commencé à rentrer dans le papier. Comment tu le vois? Tu sais que les grains du papier ils commencent à se voir. Évidemment, si c'est des grains du papier satiné, c'est pas du tout la même chose qu'un papier rough ou un papier qui aurait vraiment des grains très apparents. Donc ça va dépendre du papier, mais globalement, si tu veux reconnaître cette phase brillant,
Tu sais que tu commences à voir le papier ci-dessous, que c'est plus un miroir, tu vois. Tu le vois un petit peu. Vraiment un petit peu parce qu'on a la phase 4. Et ça va jusqu'à 7. On a la phase 4 qui est encore un peu brillant, mais ce serait vraiment mat dans les creux du papier seulement. Donc, faut vraiment faire bouger le papier là, sous la lumière, pour voir qu'il est encore humide. Donc, mi-mat. Pourquoi je dis mi-mat? Parce que donc on a lentille miroir brillant mi-mat et mat frais. Après, on arrivera sur mat sec. Après mi-mat, qui est encore un peu brillant, mais surtout dans les creux du papier seulement, t'as le mat frais qui est là pour le coup presque sec en surface, un peu froid quand t'approches le dos de ta main, mais qui reste humide vraiment humide à cœur. La différence entre mat frais et mat sec, c'est qu'il est réellement sec en surface. J'ai pas besoin d'approcher ma main, a priori je posais quelque chose, ça va pas perturber le fait que les pigments soient rentrés dans le papier. Il est encore humide à cœur, ça fait que certaines actions pourraient détacher les pigments de ce papier. Et puis il y a l'état sec pour terminer. Ces différents états du papier, pourquoi c'est intéressant et important? Je sais que c'est compliqué comme ça et que tu vas me prendre pour une folle, mais il y a 7 états, mais comment on va s'en sortir, Fécia? Non. C'est important de les connaître pour savoir que on va bien comprendre qu'il y a une continuité entre ces états, que leur existence même elle est là, mais tu vas voir c'est pas si fastidieux. Alors donc je reprends mon fil de pensée. Ces différents états du papier, ils vont produire chacun un type d'effet précis lorsque tu vas apporter une certaine quantité d'eau colorée. Ce qui se corse, c'est qu'il y a aussi donc plusieurs consistances de peinture. Et c'est bien l'interaction entre l'état du papier et la consistance de la peinture qui va créer des effets différents. Et c'est exactement pour ça que l'aquarelle peut être difficile. D'autant que le timing de séchage, il va varier en fonction de ton papier. C'est pour ça qu'on te conseille de ne pas trop changer de papier une fois que tu as trouvé le tien, celui qui te convient. Bon, il faut déjà s'habituer à ces états de séchage et voir ce que tu peux faire avec avant de bien comprendre ce que tu peux faire avec les autres. Dans son livre Aquarelle, la lumière de l'eau, Eva Karpinska, elle répertorie ses effets dans un tableau, les interactions. Bon, c'est peut-être un peu velu, hein, un peu assez, disons, fastidieux, on va dire. On va peut-être pas s'y coller à ce point. Ce qui est important, c'est de bien comprendre la continuité de ces états et leur existence même. Après, chaque artiste, il finit par retenir les états qu'il arrive à percevoir déjà, parce que bon, c'est pas évident de faire la différence entre 4 et 5, 5 et 6, hein. C'est ceux qui sont intéressants pour lui aussi et pour sa pratique qu'il va retenir. C'est-à-dire que certains artistes ne vont retenir que 3 états, très mouillé, humide à cœur et sec, qui peut largement suffire, on est d'accord, pour un initié. Pour ma pratique, perso, alors l'état 1 et 2, lentille et miroir, c'est pas vraiment utile à distinguer, alors que la subtilité, bon, elle va être quand même importante, surtout entre 2 et 3 pour ceux qui travaillent dans l'humide. Le 5, mat frais, c'est mon état préféré, clairement. C'est celui pendant lequel tu peux lever des beaux blancs, l'état des dangers. Le 4, mi-mat, c'est un peu trop tôt pour lever les blancs parce que tu les vois, ils se lèvent, mais ils se referment pendant le séchage. Tu vois, le cycle, il n'était pas encore assez avancé pour que ce que tu fais sur le papier reste. Tu vas avoir comme ça une humidité qui revient et qui ramène les pigments et donc qui va refermer les blancs. Donc voilà, c'est la différence entre 4 et 5. Et le 6, mat sec, c'est trop tard. Ça fait des traces moches quand tu te mets à lever les blancs. Cet état mat frais, je te dis à retenir, c'est celui que la planète aquarelle appelle peut-être humide à cœur par exemple, et c'est celui qu'on décrit partout comme attention fais gaffe, alors que je le préfère moi, tu vois. Donc encore une fois, ça dépend des artistes. Quand tu veux et que tu veux pas produire d'auréole, c'est numéro 5 qu'il faut faire attention comme état, d'où l'intérêt de le connaître un petit peu. Alors, avant de parler d'interaction entre l'état du papier et la consistance, il faut citer ces différentes consistances de peinture.
Eva Karpinska, elle en cite 3. Elle cite très diluée, c'est-à-dire super mobile dans une flaque. Elle cite crémeuse, assez dense et fort en couleur, mais le pinceau goûte quand même. Et pâteuse, ce que j'appelle moi sortie du tube, tu sais. Mais veut être complète. Et que cette vidéo est partie pour être méga technique, je vais plutôt te donner mon classement actuel, celui qui est plus détaillé en fait et qui correspond un petit peu aux méthodes américaines plutôt, en tout cas ce que je trouve dans les vidéos américaines. Apparemment ça viendrait de Joseph Zbigniew. En tout cas, mon système, il s'inspire largement de celui-là et il permet d'être un peu plus complet que le système de Eva Karpinska pour reconnaître les différentes consistances. Alors, du plus mouillé au moins mouillé, il y a le jus clair. C'est la consistance la plus humide, la plus pleine d'eau. C'est une consistance de tisane pour moi. Tu penses à de la tisane, tu vois? Eh ben, c'est la consistance jus clair. Elle est ultra mobile dans une flaque. Elle est très transparente et en fait dedans, comme il y a plein d'eau, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ensuite il y a le jus et c'est une consistance, j'aurais dit plus thé au lait, tu vois, pas pour la couleur hein, mais pour la liquidité, très liquide encore, dans une flaque quand même un peu plus colorée, tu vois. Ça reste très transparent. C'est donc les deux états les plus humides, jus clair et jus. Tu peux juste dire jus, tu vois. Moi, c'est vraiment jus clair, je me le rajoute parce que c'est moi. Ensuite, on a liquide, consistance là qui serait un peu plus comme du lait au chocolat. Toujours relativement transparent lorsque tu appliques, mais un peu moins évident quand tu le mélanges. Et ça commence à glisser un peu moins vite sur la palette quand tu la bouges. Jus, ça part dans tous les sens. C'est vraiment très... c'est de l'eau, quoi. Et tu sens que t'as mis l'état liquide quelque chose dedans. Voilà, tout simplement. Alors, on n'est pas dans l'état suivant, qui est l'état 4, l'état crémeux. Crémeux se rapproche de la crème fraîche. Liquide, quand même. Tu bouges beaucoup moins hein, sur la palette. Ça accroche, quoi. Ça accroche la palette. Penché, ça bouge quand même, hein, y a pas de souci. Mais t'as quelque chose de beaucoup plus consistant et donc à l'application qui n'est pas vraiment transparent. Qui reste transparent, c'est de l'aquarelle, hein, mais peu ou pas. Et pour finir, on a le dernier état, sortie de tube, plus pâteux, qui pourrait être et qui est souvent appelé beurre dans les systèmes de notation américains. Là, tu goûtes plus du tout. Autant avec le crémeux, tu pouvais en secouant le pinceau faire quelque chose, autant là le pâteux, ça reste sticky sur le pinceau, tu vois. Donc c'est possible de l'avoir en godet, hein, l'état pâteux, mais il faut vraiment insister, hein. Faut frotter vraiment super longtemps. En général, c'est plus du crémeux que t'arrives à avoir, c'est tout, sur un godet, et du coup c'est pour ça que c'est un peu moins évident de l'utiliser pour les gens qui n'ont pas de tube. Je sais ce que t'es en train de te dire. T'es en train de te dire... Mais elle est dingue. Mais c'est quoi cette histoire? En plus de nous rajouter des étapes, on va jamais y arriver. Comment tu veux que je retienne tout ça? Non, oui, alors, oui. La première fois que je l'ai lu, ok, il y a 20 ans, je l'ai pas retenu. Faut ressentir des choses. Peut-être que ça peut te faire prendre conscience, si tu essayes de les chercher avec ton pinceau, à quel point des fois t'as peur de l'eau, à quel point il faut pas avoir peur de se lâcher en noyant sa feuille. Il faut comprendre que si tu rates, c'est pas toi en fait, c'est juste que il y a une sensation qui vient avec la pratique de ces différents états. C'est pas du tout important de connaître leur nom, mais c'est important d'avoir cette sensation un petit peu plus évidente. Alors donc, je te disais que quand je l'ai lu il y a 20 ans, je l'ai pas retenu, qu'il faut le ressentir. Oui. Alors après, comment j'ai fait pour vraiment l'apprendre? Parce qu'ils sont gentils là, les gens qui t'en parlent, etc. Mais comment tu fais pour l'apprendre? Il n'y a pas de magie quand même, désolé. Mais... je t'avoue que moi ça a marché parce que je l'ai lu d'abord, que j'ai bossé ensuite, et que j'ai pas bossé que sur ça bien sûr, mais que je me le relisais de temps en temps. Et en fait, en se le relisant, oui, je me disais je reconnais cette phase-là. Et puis plus tard, ah oui, je vois ce qu'elle veut dire, ça se referme, oui. Tu constates un petit peu. J'ai envie de faire un parallèle. Je sais pas si ça va faire mouche, mais tu me diras. Comme tu vois le peuple esquimau, il a plus de 50 termes pour désigner la neige. Il vit dedans, n'est-ce pas? Donc c'est normal, il est un peu obligé. Si un esquimau il te donne 10 de ces termes, même pas 50, tu vois, avec une explication,
Tu vas peut-être pas tout retenir, mais si tu vis dans la neige, il te faudra peut-être un peu de temps pour mettre tout en relation, mais tu vas le faire. Tu vas faire pareil du coup que ce que tu peux faire avec l'aquarelle. Tu vas te mettre pour la neige, comprendre ce que ça veut dire quand la neige vient juste de tomber, elle a un autre nom, et quand elle est un peu humide, et quand elle est plus du tout molle, et ben du coup, tu vas associer au fur et à mesure ces états et ce que tu constates avec les termes que je t'ai racontés, ou des numéros ou des stades, tu vois. Voilà, et pour t'aider à ci, j'ai quand même pu consulter une vidéo qui est dingue de pédagogie dessus, très visuelle, donc elle est en anglais par contre, c'est pour ça que j'essaye aussi de te la traduire, mais tu vas pouvoir le trouver sur YouTube et tu vas avoir les schémas d'horloge qui viennent de Joseph Zbigniew. Elle s'appelle Most Important Tip for Watercolor Painting. Je te la mettrai. Il y a une démo en plus qui est magnifique à la fin, voilà. Ok, donc... Félicia, ça existe le cycle de l'eau. Oui. Il faut aussi tenir compte des différentes consistances de la peinture. Oui. Mais en pratique, je fais quoi? Eh ben, déjà, tu peux retenir et relier ça avec ce que je te dis toujours, la règle ultime et simple en plus pour pas mettre le bazar dans son travail, qui est toujours mettre moins d'eau que ce qu'il y a dans la couche précédente. Ça, c'est une belle utilisation du cycle de l'eau et de sa compréhension et de ses états. Il faut essayer de peindre du plus liquide au moins liquide, au fur et à mesure que ça sèche, tu vois. Pourquoi ? Ben pour pas créer de taches, de nouvelles piscines dans quelque chose qui n'est pas encore posé et sec au fond de l'eau. Sinon, ça crée des auréoles. Tu vois les trucs en forme de chou-fleur, on dit souvent, qui s'éparpillent comme ça. Très joliment, je trouve d'ailleurs. Donc pendant un cycle, je vais peindre de l'état 1 à 5 et puis je vais recommencer. Classiquement, je simplifie évidemment, c'est sûr. Je ne te dis pas, encore une fois, je suis en train de te créer des règles et tout, faut absolument comme tu commences du plus clair au plus foncé. Non, j'essaye de t'aider, c'est tout, et on est obligé de schématiser un petit peu pour y aller. Alors, oui, très important aussi pour la pratique, je dois te préciser, et ça, tu vas mieux comprendre, que je commence avec une flaque d'eau ou un jus, c'est pareil en fait. C'est mon premier dépôt d'eau qui va débuter le cycle. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. On dit le cycle de l'eau commence en humide, oui, mais en fait, dès que tu crées une flaque, tu commences un cycle de l'eau. Et ça, c'est hyper important et je sais pas pourquoi on l'entend pas. Et c'est crucial en fait. Donc coloré ou pas, c'est bien ça qui moule le papier, donc ça commence un cycle de l'eau. Et oui. Et oui, Jamie. Une autre précision importante, c'est l'état du papier varie d'un endroit à un autre. C'est con à dire, c'est pareil, mais même si t'as l'impression de mouiller une grande surface uniforme pour ensuite faire un lavis, c'est-à-dire une large application uniforme de couleur sur mouillé, c'est possible que le séchage ne soit pas uniforme. Et donc, faut bouger ton support, tu vois, comme ça, dans tous les sens, si tu vraiment veux que ta flaque d'eau, elle te permette de faire quelque chose de méga uniforme dessous, faut que l'imprégnation de l'eau dans le papier soit égale partout. Si tu veux une toute petite chance que ça sèche à peu près pareil partout. Par ailleurs, c'est exactement le même principe. Le cycle, il peut tout simplement ne pas être au même niveau, au même endroit. Le débutant, lui, pour contrôler tout ça, il va peindre zone après zone. Pour juste pas être perdu, en fait, et pour maîtriser le niveau d'humidité de sa zone en cours. Alors que le maître, le master, il sera capable, parce qu'il connaît, qu'il comprend, qu'il ressent ses états, de gérer tout ça. Donc, il sera capable de, 1, couvrir de très larges zones, 2, de peindre plusieurs zones avec plusieurs niveaux d'humidité différents en même temps, et 3, de se faire rencontrer des zones et de contrôler leur fusion et de contrôler la façon dont le pigment va rencontrer le pigment de l'autre flaque. Donc si tu t'en tiens à une maîtrise parfaite de petites zones sans du tout te mettre en danger sur de grandes zones, tu progresses pas. Désolé. Et non, il faut galérer. Il
faut galérer à faire rentrer en fusion des zones de plus en plus grandes avec des pinceaux de plus en plus grands pour forcer sa main à comprendre tout ça. Au fur et à mesure, bien sûr. Mais il faut, parce que sinon tu vas rester au même point et tu n'auras pas la fraîcheur attendue. Tu vas avoir des petites zones qui se touchent pas parce que tu essaies péniblement de contrôler l'eau. Et en fait, tu vas ne pas apprendre ces différentes consistances, ces différents séchages. Tu vas pas les apprendre, tu les feras pas apprendre à ta main si tu te mets pas un peu en danger. Donc faut faire des fonds, faut faire des zones un peu plus grandes, prévoir des zones un peu plus grandes de flou, de lâchage. D'ailleurs, en parlant de ça, les fusions. C'est tout un sujet. Alors, la fusion entre deux couleurs, elle va s'effectuer quand ? Lorsque deux flaques vont être à humidité similaire ou relativement similaire, hein. On n'est pas des oufs non plus, hein, je dis pas. Parce que se passe-t-il si une flaque colorée rencontre une autre flaque ? Elle repousse le pigment. Si le pigment il n'était pas déjà descendu dans le papier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas séché, en fait, la flaque, quand elle sèche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait descendre les pigments dans le cœur du papier et qu'après, il reste. Et plus ça sèche, plus il va rester au fond. Moins c'est sec, plus il y a une chance qu'il se décolle. Et ce que je viens de dire est la clé du truc. C'est hyper simple, c'est ça. Quand une flaque, elle arrive sur une autre, si le pigment il n'est pas descendu, le pigment il va voyager. Il va voyager parce qu'il va y avoir une contrainte exercée par une flaque sur une autre. C'est de la physique. En effet, pour comprendre l'interaction entre l'état du papier et la consistance de la peinture, il faut comprendre qu'on parle de pigments qui naviguent dans des flaques. Lorsqu'elles sont absorbées par le papier, donc elles amènent le pigment qu'elles contiennent, ces flaques, au fond du papier. S'il n'y a plus d'eau, c'est sec, le pigment reste au fond du papier. Donc pour te simplifier la compréhension physique de ces phénomènes, et ensuite aller un peu plus loin, et on parlera d'auréoles, etc. plus tard, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est assez technique et je pense que ça peut déjà être une belle base. De simplifier cette compréhension d'un point de vue physique, fais cet petit exercice mental. Imagine de très grandes flaques. En fait, ça va te faciliter la chose. Parce que quand tu regardes, tu dis « je sais pas ce qui se passe ». Tu dis « Félicia, je galère, je ne sais pas, je ne comprends pas ». Et moi je te dis « mais si, c'est les différents états, etc. » Essaye de comprendre et t'imaginer ça sur des grandes surfaces. Ça va te faciliter le truc. Commence par une piscine. Si je jette un seau d'eau coloré, par exemple en rouge dedans, tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas ? Tu le vois. Le rouge va se répandre dans tous les sens, il va arriver comme ça, il va se diffuser. Il va se diffuser assez loin. Tu le sais, ce truc-là. Donc tu es capable de comprendre. Si tu jettes un gros seau de peinture, truc beaucoup moins liquide, très crémeux, plaf, ça va se répandre aussi. Mais ça va se répandre beaucoup moins vite, beaucoup moins loin. Mais c'est pareil, c'est exactement pour ça que lorsque je mets du jus dans du brillant, ça s'éparpille dans tous les sens. Et que quand je mets de la couleur crémeuse dans du brillant, ça va moins loin. Ok, donc on est bon pour les bases. On reparlera d'auréoles, je referai des schémas, des trucs, des exercices et tout. Mais j'avais besoin de sortir cette vidéo technique, très technique, pour que tu aies toutes les bases de discussion et qu'on ait toutes les bases de discussion sur les états du papier et de la peinture. J'espère que ça t'a plu.